Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bel été. Je vous propose ce matin de prolonger notre thématique estivale, portée par l'actualité, les Jeux Olympiques, le monde des arts martiaux vu à travers le spectre du sport et de la compétition, et de voir ensemble cette semaine les différentes énormes structures organisationnelles super puissantes en termes de financement et en termes de visibilité médiatique et qui ont pour seul but de concurrencer les Jeux Olympiques. Je fais ici allusion aux très célèbres Asian Games, aux SEA Games, aux World Master Games et bien sûr à la Japan Sport Association, fondée il y a plus d'un siècle avec à sa tête un certain maître Jigoro Kano, le fondateur du judo. Le but était évidemment de concurrencer les Jeux Olympiques mais d'intégrer rapidement les arts martiaux. Et oui, il n'y a pas besoin d'être une discipline olympique pour faire rayonner par exemple le karaté sur la scène sportive internationale. C'est même pris en charge par la Fédération mondiale de karaté et ses organisations sont même reconnues par le Comité international olympique lui-même, comme quoi la boucle se boucle. On va voir ensemble également quelques compétitions légendaires, mythiques qui nous font rêver. Je fais ici allusion par exemple à la Coupe Gichin Funakoshi ou au célèbre championnat du monde qui se déroule à Okinawa. Donc installez-vous confortablement, on se fait un petit décryptage, c'est parti. Les amis, l'arrivée des Jeux Olympiques à la fin du 19e siècle a créé bien des émules. Il faut avouer que les enjeux politiques, médiatiques, financiers sont colossaux. Donc automatiquement, dans les années qui ont suivi, sont apparues plein de petites organisations concurrentes qui ont pris de l'ampleur. Et pour résumer un petit peu vulgairement les choses, ce sont des organisations privées qui vont injecter énormément de moyens pour essayer de promouvoir leur vision du sport, pour essayer de faire rayonner à travers leur structure un maximum de disciplines dans le but à la fois de la promotion, de la visibilité, de la puissance politique de certaines organisations de pays ou de continents, ou même d'associations de pays, d'un point de vue un peu politique, et sous couvert de pouvoir éventuellement préserver les traditions martiales ou sportives. Et cela, ça va vous faire penser à quelque chose, et je vous invite à le faire d'ailleurs si vous ne l'aviez pas encore vu, ce petit sujet que je vous ai ramené il y a un an d'Ouzbékistan où j'avais été mandaté par la fédération et le ministère ouzbek, l'UNESCO et l'ethnosport pour pouvoir à la fois couvrir l'événement et faire partie du sommet d'Asie centrale avec Bilal Erdogan et l'UNESCO sur justement la préservation des traditions sportives et martiales à travers les enjeux politiques actuels et médiatiques évidemment. Donc il y a une vraie relation entre le travail que j'ai pu faire là-bas et les différentes organisations dont on va parler parce que la puissance financière et médiatique de ce type d'événement est tout simplement invraisemblable. Donc aujourd'hui on va parler notamment, on va d'ailleurs commencer par ça, on va parler des Asian Games. Les Asian Games, c'est le concurrent direct des Jeux Olympiques et les numéro 2. Ils arrivent juste derrière les Jeux Olympiques en termes de puissance donc financière, politique, sportive et médiatique. Il y a énormément de moyens intégrés aux Asian Games. C'est un peu un copier-coller. On a un logo qui va, d'ailleurs toutes les structures dont on va parler, les logos, c'est souvent un mélange de différentes couleurs représentant 5 généralement couleurs pour représenter les 5 continents ou au moins différents pays ou différentes structures sportives. On a une image qui est très lissée, qui est très moderne, qui est très, on va dire, ce qu'on appelle un rebirth en termes, en tout cas, de marketing. On va le voir avec les arts martiaux à Okinawa qui ont remanagé un petit peu leur image pour faire plus moderne, pour faire un peu plus, entre guillemets, olympique, un peu plus sportif, pour attirer plus de monde, plus de médias. Donc, en général, c'est packagé un petit peu de cette façon-là. Et les Asian Games ne coupent pas à la règle. Alors, ils ont été fondés en 1912. Donc, vous voyez, on va dire, 15-20 ans après les premiers Jeux Olympiques. Et dans le but, évidemment, de concurrencer les Jeux Olympiques, ils s'appelaient les Eastern Games, les Jeux de l'Est. Et avec les guerres sino-japonaises, ces jeux se sont tout simplement arrêtés et ont repris en 1951 sous le nom de Asian Games. Donc on aura compris la définition, les Asian Games concernent l'Asie, évidemment. Et sous couvert quand même d'être extrêmement populaire dans le monde des arts martiaux. De très nombreux, très grands karatékas, je pense à Kazuma Tamoto, je pense à Ryokuna, ont fait leurs armes et ont été très popularisés à travers les Asian Games. Faites un petit test, vous allez sur internet, vous allez sur YouTube, vous faites les Asian Games karaté et vous allez avoir
un nombre de katas, un nombre de combats très impressionnants qui viennent des Asian Games. Parce que le karaté y est à l'honneur et on a vu pour la première fois un Sansai aux Asian Games. Donc on est quand même sur quelque chose de très bien géré en termes sportifs. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une vraie filiation entre ces structures sportives et les fédérations. Là où, on va le voir plus tard, certains autres événements sont totalement privés et ont des règles hors système fédéral. Donc là, je vous invite aussi à replonger dans quelques tutos que je vous avais fait il y a quelques mois, il y a peut-être un an de cela, sur la différence entre les pouvoirs d'une fédération et un groupement privé, entre le fait de faire un championnat qui, lui, a certaines structures légales et fédérales, qui permet d'avoir des droits, qui permet d'avoir des titres, des reconnaissances, là où des structures privées, par exemple sur des tournois, sur des Open, sur des coupes, n'ont pas forcément ce même pouvoir. Donc ici, aux Asian Games, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que le karaté, un peu comme aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, le karaté est géré par la Fédération mondiale de karaté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas les Asian Games qui font leurs règles, leur arbitrage. C'est la Fédération mondiale de karaté qui est, on va dire, entre guillemets, mandatée, affiliée, pour venir avec ces règles d'arbitrage de la Fédération mondiale de karaté, comme pour un championnat du monde classique, hein, ce sont les mêmes règles, ce sont les mêmes arbitres mondiaux qui viennent juger, et, petite particularité, les karatékas qui se présentent aux Asian Games et qui sont jugés par la Fédération mondiale de karaté peuvent continuer à cumuler leurs points, leur ranking dans leur cursus sportif. Et c'est très amusant de voir qu'il y a quelques années, aux Asian Games, il y avait cette possibilité de gagner des points de ranking pour faire partie de la délégation olympique présente à Tokyo en 2020. Donc, on va se présenter dans une structure concurrente aux Jeux Olympiques pour gagner des points pour faire partie d'une délégation olympique et faire les Jeux Olympiques. Vous voyez, on a une espèce de boucle un petit peu étonnante, mais voilà, le principe quand même de ces grandes structures sportives, comme les JO, c'est de se mettre en accord avec les fédérations sportives pour ne pas, eux, établir leurs règles, mais récupérer les règles des fédérations pour que ça fasse partie d'un circuit et d'un parcours sportif pour chaque pratiquant, avec justement un ranking. Ça permet surtout à ces organisations sportives d'être reconnues par les fédérations et justement d'avoir ce support médiatique également très important et même donc, politique aussi pour pouvoir exister. Ça me fait penser que très régulièrement, les structures organisationnelles de Jang Senati en Ouzbékistan, qui sont quand même très populaires, puisque c'est quand même des groupements de plusieurs pays, le Kyrgyzstan, le Pakistan, l'Ouzbékistan, il y a beaucoup de pays, il y a la Turquie aussi, qui font partie de ce consortium assez important de Jang Senati. Eh bien, j'ai régulièrement des demandes, des invitations pour assister, pour juger, pour participer à différents événements sportifs dont les règles sont totalement privées. C'est-à-dire qu'ils vont, eux, établir que, voilà, on va faire des combats, on va faire des représentations de ci ou ça, mais on va avoir des juges qui seront peut-être des personnes de différents pays et on va les juger de telle ou telle façon. C'était le cas, si vous regardez encore une fois les vidéos que je vous ai ramenées d'Ouzbékistan, il y a une vidéo sur l'arbitrage. Et moi, j'étais effaré de voir les façons dont ils ont établi leurs règles, qui pour moi me paraissaient très moyenâgeuses, et avec cette obligation de juger selon certains critères qui pour moi me paraissaient complètement dépassés et complètement inadéquates à travers la compétition qu'eux-mêmes ont organisée. Donc, c'est très intéressant de voir les structures qui proposent justement des livrets d'arbitrage privés et ceux qui préfèrent s'affilier aux fédérations. Alors les Asian Games ne sont évidemment pas les seuls concurrents aux Jeux Olympiques. Il y a également une très grosse organisation sportive qui s'appelle les World Master Games. C'est exactement sur le même concept. On réunit une quarantaine de disciplines sportives très variées. Ça va du tennis au cyclisme, au ski et aux arts martiaux évidemment. On met tout ça dans un joli emballage qui pourrait faire penser aux Jeux Olympiques avec 5 couleurs pour les 5 continents. Ici, ce n'est pas des anneaux, c'est des pétales qui rassemblent en fait une image de Sakura. Ça vient s'uniformiser dans un joli logo très coloré, au même titre que les Jeux Olympiques. Et on a ce packaging qui est très classe, qui est très sportif. C'est une compétition sportive qui est arrivée en 1985 et qui découle d'une grosse organisation. C'est, on va dire, l'événement sportif de l'IMGA, l'International Master Games Association, qui a pour particularité, elle, d'être une association
à but non lucratif. Donc si ce n'est pas lucratif, c'est que c'est forcément politique et médiatique. Il y a des raisons derrière ce genre de construction sportive, mais c'est assez intéressant justement de voir à quel point, vous voyez, même si on remonte à l'IMGA, on voit à leur tour que leur logo, c'est quoi? C'est un cercle qui est formé de 5 personnages qui représentent les 5 continents avec les 5 couleurs. Encore une fois, ce n'est pas des anneaux, c'est des personnages. On est toujours dans quelque chose qui surfe sur l'image des Jeux Olympiques au même titre que les Sea Games. Les Sea Games, c'est la même chose sur l'Asie du Sud-Est. On a différentes structures, c'est un peu comme des poupées gigognes en fait, ces structures-là. Pour le coup, les Sea Games font beaucoup plus penser à l'ethnosport auquel j'ai participé en Ouzbékistan. Donc les Sea Games, on voit aussi encore une fois un logo qui est très coloré, qui fait penser à un packaging, une sorte de rebirth, qui fait penser à du Jeux Olympiques. Alors en termes de rayonnement, on l'aura bien compris que les Asian Games, ça ne se déroule que en Asie. D'ailleurs, le prochain en 2026 se déroulera à Nagoya. Qu'en 2025, à Taipei, on aura les World Master Games, même si les World Master Games, ça se déroule vraiment globalement autour du monde, autour du globe. Chaque pays est concerné et peut accueillir les World Master Games. Et évidemment, les Sea Games, c'est uniquement l'Asie du Sud-Est, c'est un peu plus resserré au même titre que l'ethnosport, c'est en Asie centrale. Donc, on a différentes structures comme ça qui apparaissent et on a au Japon une structure qui est apparue il y a plus d'un siècle, initiée et dirigée pendant plus de 10 ans par Jigoro Kano, le fondateur du judo, c'est la Japan Sport Association. Donc cette immense structure sportive nationale a pour but de concurrencer les Jeux Olympiques à l'intérieur du Japon, de faire la promotion de tout type de discipline sportive. Ça va du ski, pareil, au tennis, au cyclisme, c'est très 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 vaste. Et à l'intérieur, bien évidemment, on va y retrouver les arts martiaux. Alors le principe en fait de la Japan Sport Association, c'est depuis plus d'un siècle de promouvoir tout type de sport, mais pas uniquement à travers une seule on va dire compétition, un seul gros événement, mais de plutôt faire différents événements, des événements spécifiques pour les jeunes, spécifiques pour les seniors, spécifiques pour les instructeurs, et de justement comme ça un petit peu séquencer et segmenter les différentes tranches d'âge, les différentes disciplines sportives. Donc, au sein de cette Japan Sport Association, si je vous montre cette page-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous tilter. C'est le logo du Masters Tournament. Vous l'aurez peut-être reconnu si vous avez encore en tête les reportages que j'avais rapportés il y a maintenant entre 15 et 18 ans, 15-20 ans de cela, lorsque j'étais au Japon, j'avais suivi Maître Nagura, j'avais suivi Maître Mashimo lors des Masters Tournament et j'avais même retrouvé Maître Yamada Yasuko qui est, on va dire, la grande gagnante invaincue des Masters Tournament au Japon. C'est le tournoi des grands maîtres réservé aux seniors, aux maîtres, aux gradés qui vont s'affronter certes en combat mais aussi en kata. Donc là c'était pour le coup l'image de Yasuko Yamada. J'avais fait un sujet à la fois spécifiquement sur elle mais aussi sur justement le tournoi des grands maîtres. Donc vous pouvez retrouver ça dans d'anciens karaté bushido, vous pouvez également retrouver cela en vidéo sur la chaîne. Donc vous voyez comme quoi il y a déjà une vingtaine d'années, je parlais de manière détournée de la Japan Sport Association et justement de ce Masters Tournament. À l'époque, Maître Nagura m'avait dit que c'était quelque chose de complètement privé, qui n'appartenait ni à la JKF, ni à la JKA, ni au groupement universitaire, ni même avec une quelconque filiation avec la WKF, puisque les règles d'arbitrage n'étaient pas internationales, n'étaient pas fédérales, c'était quelque chose de complètement isolé et privé. Le Masters Tournament en combat, c'est ce qu'on appelle du bogu. Et on y reviendra un peu après lorsqu'on va aborder le Renbukai. Le bogu, c'est l'armure. On met un casque à bulles et les combats, c'est les combats au KO. En tout cas, le KO est autorisé. La frappe lourde est autorisée. Donc vous voyez, on est sur deux salles, deux ambiances par rapport à ce que l'on veut démontrer, par exemple, au sein du comité olympique. On fait des règles un petit peu spécifiques, qui ne sont même pas d'ailleurs les règles de compétition kumité fédérale, internationale pour les championnats du monde, par exemple. On n'a pas juste les gants et les démonstrations qu'on a pu voir à Tokyo en 2020 sont très très loin de ressembler au type de combat, en tout cas la typologie d'armure et de frappe que l'on peut voir en Renbukai, que l'on peut voir au sein des Masters Tournament et au sein des compétitions d'Okinawa. Donc, on est sur un karaté un petit peu spécifique qui correspond à une certaine génération. La plupart du temps, dans ces compétitions, que ce soit les Masters Tournament, que ce soit les Asian Games, que ce soit les World Master Games, on a souvent d'anciens champions du monde ou d'anciens même champions olympiques pour les disciplines qui se recoupent
qui n'ont plus leur place au sein du circuit mondial ou au sein du circuit olympique et qui se rabattent sur les Games, tout simplement. On va les retrouver aux Asian Games. On va retrouver d'anciens karatékas, d'anciens grands maîtres qui n'ont plus forcément leur place en senior lors des championnats même nationaux, hein, et qui vont se rabattre sur justement une forme quelque part de coupe corpo où pour le coup les vétérans peuvent exister et peuvent combattre et peuvent faire leurs games. Donc ça, c'est aussi la particularité de ces jeux-là, c'est de proposer quelque chose à un public qui n'a pas forcément sa place au sein des jeux les plus populaires, je pense notamment aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde. Donc, en marge de ça, on a encore d'autres types de compétitions et on va descendre un petit peu au Japon. On va aller dans le sud, dans l'extrême sud, sur une petite île, Okinawa, qui en fait depuis des années fait des championnats du monde. Moi j'avais à l'époque, vous l'avez aussi sur la chaîne, un joli reportage chez les Nakamoto avec donc maître Nakamoto qui conserve les décrets du roi des Ryukyu et dont le fils était déjà à l'époque champion du monde de Kobudo. Vous le savez, hein, depuis quelque temps, on a fait aussi une vidéo là-dessus il y a quelques mois. Les Ryukyu ont énormément changé. Okinawa s'est vu complètement remanié par la préfecture qui a évidemment trouvé un angle médiatique, politique, commercial colossal, celui du karaté, celui du tourisme martial. Ils savent très bien que Okinawa, c'est le berceau du karaté, il faut communiquer là-dessus. Moi, en 2011, j'avais été invité par l'Office du tourisme d'Okinawa pour faire des reportages justement dans cette optique-là. C'était déjà très émergent. On avait l'OKKB, on avait l'OCVB, on avait tous ces organismes-là qui œuvraient vraiment très dur pour trouver un moyen d'aborder les arts martiaux et d'en pouvoir quelque part en faire une forme de tourisme. Et depuis, on a fait un tuto sur, désormais, lorsque vous allez à Okinawa, vous ne pouvez plus, c'est quasiment plus possible de passer en ligne directe par les maîtres. Moi, j'ai des contacts là-bas, ils accueillent plus facilement, c'est fini. Désormais, c'est la préfecture qui a pris le pas et les maîtres sont obligés de se conformer à cette structure légale, de dire ok, on va vous amener des adhérents, on vous promet un certain nombre d'adhérents tout le temps, comme ça vous allez avoir une forme de salaire de par les personnes que vous aurez en stage, et c'est la préfecture qui va gérer les hébergements, ce qu'ils appellent les courses, c'est-à-dire les différents packs proposés lorsque vous voulez aller à Okinawa. Est-ce que vous voulez faire un cours, 2 cours, 10 cours? Est-ce que vous voulez faire du kobudo? Est-ce que vous voulez faire tel type de karaté? Ou est-ce que vous voulez le faire avec qui? Et ils vous font un joli packaging, une jolie boîte proposant tout ça à un tarif souvent un petit peu élevé, évidemment, puisque la préfecture va aussi, et l'État va prendre une petite partie de ces choses-là. Donc, le Okinawa a énormément changé et la face du karaté aussi. Donc, ces petits championnats, entre guillemets, petits, entre guillemets, ces championnats du monde, se sont vus réformer et désormais repackagés aussi. Ils ont fait un rebirth en termes d'image, en termes de marketing, et on a désormais le Okinawa Karate International Tournament. Donc c'est un tournoi, c'est pas un championnat. Et vous savez, on a fait aussi un tuto là-dessus. Et aujourd'hui, on est sur un tuto qui regroupe beaucoup d'autres tutos, en fait. Donc, soyez bien vigilants, et si vous ne comprenez pas des choses, repiquez sur les tutos que je peux vous mettre ici. On parle ici à Okinawa de tournoi. Et la différence entre un tournoi et un championnat, c'est qu'un tournoi, c'est privé. C'est comme, entre guillemets, un interclub. Vous pouvez, vous, dans votre commune, vous associer à la commune voisine et vous dire, tiens, on a 2 clubs de karaté, on va faire un tournoi ensemble, un interclub, et on va l'appeler un Open, et on peut l'appeler Open international, Open mondial, on peut faire un champion, un champion de la coupe, par exemple, ou un champion du tournoi, mais il n'aura pas le droit de s'appeler champion du monde ou champion de France, puisque ça, c'est réservé justement à la fédération. C'est d'où le tuto qu'on avait fait pour bien comprendre. Si c'était un championnat, il y a un circuit qualificatif qui part du département à la région, au national, parfois A et B, parfois la zone interdépartementale. Il y a plein de paliers à passer pour arriver au championnat national, puis au championnat d'Europe, puis au championnat mondial. Et ainsi, on est soit champion de France, soit champion d'Europe, soit champion du monde. Il n'y a que, on va dire, ce circuit officiel fédéral qui permet d'obtenir ce titre. Si vous gagnez une coupe, si vous gagnez un Open, si vous gagnez un tournoi, même si c'est une coupe du monde, même si c'est une coupe de France, vous n'êtes pas champion de France. Vous êtes vainqueur ou champion de la Coupe de France. Voilà, c'est des termes qui sont très réglementés. En tout cas, en France, c'est très réglementé. Il faut aller souvent à l'étranger
pour avoir un peu plus de distance à travers les règles. Mais vous voyez, à Okinawa, ici, on parle de tournoi et pas de championnat, parce que le championnat est réservé à la fédération, forcément. Ici, donc, c'est un tournoi mondial, et on a aussi le Okinawa Karate Junior World Tournament, donc tournoi mondial junior de karaté, avec un beau visuel, un beau design qui donne très envie justement de s'inscrire. Alors, ils parlent que c'est la première édition, la deuxième édition, alors qu'en fait, ça fait 10-15 ans que ça existe, mais c'était tout simplement pas packagé de la même façon, et ce ne sont pas forcément les mêmes forces politiques qui sont derrière, automatiquement. On a en marge de ces grands tournois officiels le World Ryukyu Championship, qui, là aussi, World Ryukyu Championship, là on parle de championnat, alors que ce n'est pas un championnat puisque ce n'est pas fédéral. Mais on est quand même sur une grosse organisation, et quand on voit l'image, on est encore sur du beau goût. On est sur de l'armure, sur du casque, et on sent que ça va taper un petit peu. Vous avez sur YouTube toutes ces images-là, quand vous tapez les World Ryukyu Championship, les Okinawa Tournament, vous avez plein d'images. Souvent, c'est dans le tout nouveau centre d'arts martiaux qu'ils ont ouvert, qui est absolument magnifique et qui est somptueux, dans lesquels ils font beaucoup de démonstrations et beaucoup de compétitions. Pour les images à l'international, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. En marge de ça, on a d'autres compétitions qui existent au Japon, et on a cette très célèbre, alors là pour le coup c'est beaucoup plus en marge, on n'est pas sur des grosses organisations internationales, on est sur quelque chose d'assez légendaire, d'assez mythique, la Coupe Gichin Funakoshi. Alors moi j'en avais entendu parler depuis des années, je me suis toujours dit mais qu'est-ce que c'est que cette Coupe Funakoshi? Eh bien en fait en creusant un petit peu, c'est ni plus ni moins que le cursus, le parcours mondial du championnat de la JKA. Donc c'est vraiment organisé par la JKA, avec les règles d'arbitrage de la JKA, si ce n'est que le nom complet, pour le coup, est un peu foutraque, puisqu'il s'appelle le Gichin Funakoshi Cup Karate World Championship Tournament. Donc là, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre dedans, c'est-à-dire qu'on a la coupe, on a le championnat et on a le tournoi. Alors, est-ce que c'est une coupe? Est-ce que c'est un tournoi? Est-ce que c'est un championnat? Encore une fois, on avait vu la différence dans certains tutos. Une coupe, c'est quand même très particulier, ça peut être totalement privé, c'est comme un open. On n'a pas de circuit qualificatif, tout le monde peut arriver sur place, et il y a des poules éliminatoires, puis après il y a des 16e, 8e de finale, quart de finale et ainsi de suite. Mais c'est sur place, c'est un one-shot. Un championnat, c'est pas un one-shot, c'est au fil de l'année, vous vous qualifiez à différents moments et sur différents degrés, on va dire, de participation. Un tournoi, c'est plus un interclub, c'est quelque chose de complètement privé. Donc, au final, c'est pas vraiment une coupe, puisque la JKA décrit cet événement-là comme leur championnat du monde. Le championnat du monde qui débute par le national, le continental, avant d'être le mondial. Donc, pourquoi tournament derrière? Pourquoi tournoi? Probablement parce que les règles sont celles de la JKA et ne sont pas celles de la fédération de karaté, la JKF. Donc il y a, vous voyez, quelques petites subtilités comme ça au sein de ce titre-là, mais c'est quand même un tournoi qui est extrêmement populaire et extrêmement intéressant parce qu'on y voit les anciennes formes Shitei. Et là aussi encore, je vous rabats sur un petit tuto, hop, de ce côté-là, non, de ce côté-là, sur le Shitei. Parce qu'on a vu qu'à l'époque, justement, de l'uniformisation des styles, il y avait des styles qui étaient sélectionnés pour pouvoir être représentés de manière uniforme par tous les pratiquants, quelle que soit leur voie. Que vous fassiez du Wado, du Shito, du Shoto, enfin du Shotokan, hop, vous alliez faire le kata de la même façon avec une norme sur les mouvements qui devaient tous être identiques. Le Shitei a disparu, mais on a quand même souvent au sein de cette coupe Gichin Funakoshi de très belles démonstrations avec une forme de kata très traditionnelle, à liseré entre le sport et la tradition, mais on sent que la tradition, bien souvent, prend le pas et on a une belle vision du kata avec une forme tonique, mais avec un grand respect des, on va dire, des formes du kata. Et donc pour le coup, pareil, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, elles sont généralement très belles. On a le World University Karate Championship, donc le IUSF, l'International University Sport Federation. Donc là, c'est un groupement universitaire, international, qui propose chaque année, alors ils l'ont fait pendant une dizaine d'années, de 2008 à 2018, à différents lieux de la planète,
un championnat du monde, enfin un tournoi mondial, une coupe du monde plutôt, parce qu'ils appellent ça championship, mais c'est pareil, ça n'appartient pas à une fédération. C'est pour ça que souvent je vous dis à l'international, on fait un peu ce qu'on veut avec les mots, c'est beaucoup moins réglementé qu'en France. Donc là, ils utilisent leur championnat universitaire avec probablement les élèves des universités, mais il y a quand même une certaine popularité parce que vous pouvez trouver également pas mal de katas très intéressants avec des vedettes du karaté qui participent justement à ce tournoi universitaire mondial. Au niveau national, on est quand même beaucoup plus resserré. Forcément, on n'a pas en France une énorme organisation qui va concurrencer les Jeux Olympiques. Par contre, on a différentes structures nationales et européennes qui ont pris place au sein justement de notre pratique de discipline martiale, notamment en karaté. On a la FEKMT, bien évidemment, qui va proposer son lot de championnats de tournois. À côté de la FEKMT, on a une autre structure qui a pour le coup inquiété un petit peu la FFK, c'est la WUKF, la World Union Karate Federation. Donc là, on est sur une fédération mondiale, donc elle peut exister en France puisqu'elle ne s'appelle pas Fédération française et organise de très grands tournois internationaux, fait aussi passer des grades et pour le coup, en septembre dernier, a reçu un communiqué du tribunal demandé par la Fédération française de karaté pour justement leur dire il va falloir arrêter vos activités parce que vous marchez sur les plates-bandes de la Fédération française, vous faites de la concurrence. Plutôt étrange, n'est-ce pas? Donc ils essayent, en tout cas au sein de la Fédération française, visiblement les avocats et la direction, le comité directeur, a estimé que la WUKF, de par les titres qu'ils délivrent dans les championnats et de par les grades qu'ils délivrent au sein de leur passage de grade, était un organisme concurrent, en tout cas faisait une concurrence déloyale à la Fédération française de karaté. La WUKF, vous avez le communiqué entier qui est sur la page de la WUKF, c'est très intéressant, donc ils ont mis vraiment la totalité des choses telles qu'elles se présentent. Ils ont indiqué sur cette page-là qu'ils allaient faire un recours, qu'ils allaient faire appel à cette décision. Allez, on termine cette vidéo par justement le bogu, l'idée du casque à bulles, l'idée de la compétition à bulles, avec d'une part ce qu'on appelle le Bogutsuki. Le Bogutsuki, c'est arrivé dans les années 30. C'était un groupe d'études qui voulait transformer le sport traditionnel du karaté en une forme de combat représentatif, un peu, je pense, à l'image du kendo, avec de quoi se protéger pour pouvoir monter un petit peu en vélocité. Donc, arriver des casques à bulles, arriver même de protection un peu plus importante pour pouvoir faire des combats beaucoup plus sportifs, beaucoup plus violents, voire autoriser le chaos. Donc, des Bogutsuki ont émergé le Koshiki Karaté. Qu'est-ce que le Koshiki Karaté? C'est une compétition, une forme de compétition avec ces casques à bulles en bogu, arrivé donc dans les années 80 à la demande des fédérations dans le but de rendre le karaté plus olympiable. Bah oui, si vous vous souvenez du tuto d'il y a 15 jours, je vous rapportais les propos du président du CIO des États-Unis qui expliquait le pourquoi le karaté n'était pas olympiable et ne sera probablement jamais olympiable. Et pour lui, il y avait justement déjà une grosse restructuration à faire au niveau des compétitions. Et je pense que de ces mots, puisque lui, cette interview datait de la fin des années 70, début des années 80, est arrivé très rapidement l'émergence justement de ce Koshiki Karaté, probablement pour regarder un petit peu du côté du taekwondo et du côté de leur combat un peu vif, le taekwondo qui devenait olympiable, le karaté c'est peut-être dit, voilà, à ce moment-là, le Koshiki Karaté, c'est pas si mal, on va mettre des casques, on va commencer à monter en vélocité. Même si le Koshiki Karaté n'a pas perduré, il a fait des émules lui aussi, parce que au sein des Games, au sein des Master Games, au sein des Asian Games, au sein du Japan Masters Tournament, qu'est-ce qu'on a au Masters Tournament? On a le bogu. Donc on a une forme évoluée, on va dire, du Koshiki Karaté, toujours dans le but d'être olympiable. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est au cœur de structures qui sont concurrentes aux Jeux Olympiques. Donc tout ça se recoupe un petit peu et pour le coup est assez intéressant. Donc le Koshiki Karaté, début des années 80, le Bogutsuki c'est plutôt les années 30. Mais vous voyez, on a un siècle d'évolution du combat du karaté pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait plus sous forme d'escrime à la touche avec
à l'avenir, n'oubliez pas ce que je vous disais il y a 15 jours, le patron, le responsable du taekwondo qui disait « bah ouais, mais on commence à nous mettre de l'électronique pour que dès que ça touche, hop, ça puisse électroniquement se marquer ». Est-ce que le karaté va y venir avec cette forme-là ou est-ce que le Bogu et le Koshiki karaté va réexister un peu plus? En tout cas, c'est le cas. C'est plutôt cette deuxième partie qui existe au sein des Games. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon de tout ça. Et d'ailleurs, pour conclure sur les Bogu Tsuki, sur le Koshiki karaté, il y a une forme qui perdure au Japon et qui est extrêmement populaire, c'est le Renbukai. Et le Renbukai, moi j'en ai entendu parler à l'époque avec Taishi Okazono, qui est un karatéka du dojo de Keio, qui m'a accueilli à de nombreuses reprises, qui est un très très bon karatéka, et qui lui en plus d'être le taisho d'un des dojos de Keio, est compétiteur et champion national en Renbukai. Alors moi, le Renbukai, à l'époque, je ne savais pas forcément ce que c'était, donc Taishi Okazono m'a expliqué, m'a montré ses combats au KO, ses combats avec cette armure à bulles, et m'a expliqué aussi que la JKF, la Japan Karate Federation, à l'époque, s'appelait la JK Renbukai. Et pour intégrer la WKF, la World Karate Federation, elle a changé son nom, elle est devenue la Japan Karate Federation, donc la JKF. Mais le Renbukai a, on va dire, subsisté philosophiquement dans cette forme de pratique des Bogu, du Bogutsuki, quelque part du Koshiki karaté, et est un sport aujourd'hui national qui est pourtant assez réputé et très important. Donc, on a fait une grande boucle sur à la fois le karaté sportif, sur à la fois les structures organisationnelles concurrentes des Jeux Olympiques dans lesquelles on va retrouver du karaté sportif, pas que du karaté d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres disciplines martiales. Ça tombe bien, on est vraiment en plein cœur des JO et je vais vous proposer très prochainement un tuto spécifique sur les différentes formes de karaté qui peuvent exister au monde, parce qu'on entend vraiment parler de karaté de rue, de karaté contact, de karaté combat. Il y a beaucoup de choses, il y a du semi-contact, du contact, il y a au moins une vingtaine de karatés différents qui peuvent exister en France et à travers le monde. Donc on va redéfinir quelles sont les formes, quels sont les styles, quelles sont les fédérations, quelles sont les compétitions, car il y a une compétition dont on n'a pas parlé, qui est un circuit un petit peu comme l'UFC, réservé au karaté aux États-Unis et qui prend une ampleur colossale. Il y a beaucoup de champions de karaté qui vont y participer, mais je vous réserve ça pour un prochain tuto. Alors n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous aviez déjà entendu parler de toutes ces structures sportives, si le sujet vous intéresse un petit peu. En tout cas, c'est très thématique avec l'actu de l'été, les Jeux Olympiques, donc on ne boude pas notre plaisir. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, à lundi prochain, ciao.